Bienvenue dans ce 36e numéro de Tous Azimuts. J'ai le plaisir de recevoir ce soir un écrivain à succès, un écrivain de talent, Jean Telet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en effet depuis 2 mois, depuis la sortie du livre, dans le top 5 des meilleures ventes de l'Express. Et depuis le début, c'est pas mal ça. C'est formidable, c'est extraordinaire. Ouais. Et on va donc en parler longuement dans cette émission de ce Charlie 9. Charlie 9, ouais, on expliquera pourquoi. Publié chez Julliard, avec nous également Cyprien Pézeril. Bonsoir Cyprien, bonsoir. Pour votre quiz. Et puis tout à l'heure, une nouvelle expérience de notre mentaliste Mathieu Chénaud. Mais on démarre tout de suite avec Charlie. Alors Jean Telet, on le rappelle, vous étiez venu il y a à peu près 2 ans sur LMTV dans On fait le plein, qu'animait Vincent Cerruti avant de céder aux mannes de TF1. C'était pour votre roman précédent, Mangez-le si vous voulez, l'histoire d'un fait divers terrible dans le Périgord en 1870. Et c'était déjà un peu la barbarie à visage humain. Enfin, là, c'est à la Saint-Barthélemy, il y a quelque chose de parallèle en fait. Si j'ai écrit Charlie 9, c'est à cause de Mangez-le si vous voulez, parce que quand j'allais faire des séances de dédicaces dans des librairies, tout ça, plusieurs fois, mais il y avait des gens qui m'avaient dit c'est dommage parce que vous racontez pas à la fin du livre comment ces gens normaux et qui ont commis ce crime où ils ont été allés jusqu'à bouffer un mec ont pu vivre après, comment ils ont pu vivre avec leur honte et tout ça. Et quand les gens me disaient ça, je me disais en fait c'est pas con ça. Dire comment quelqu'un qui fait quelque chose d'horrible, après il peut supporter ça. Et donc j'ai cherché un petit peu dans l'histoire de France, et quand on pense histoire de France massacre, assez vite on tombe sur la Saint-Barthélemy. Et moi je savais même pas en fait le nom du roi qui avait ordonné à Saint-Barthélemy. Et j'ai commencé à faire des recherches et ça tombait hyper bien parce que Charles IX a très très mal supporté le fait d'avoir ordonné à Saint-Barthélemy, tellement mal qu'un an et demi après il en est mort. Et il en est mort d'une façon qu'on va raconter. C'est pas triste, c'est le cas de le dire. Donc Charles IX, c'est pour vous devenu Charlie 9, oui. Alors pourquoi Je trouvais que c'était plus moderne. Ah oui, c'est clair. Ça fait adresse mail. Moi j'ai des copains, ils s'appellent je sais pas quoi, Vincent 22, c'est leur adresse mail. Et là c'est Charlie 9. Et puis comme je trouve qu'on retourne vers les guerres de religion, en ce moment on sent bien dans l'actualité que ça frotte et tout, et qu'on est rebarré dans ce genre de conneries. Et ben je trouvais ça pas mal. Alors au départ vous écrivez, c'est un gentil garçon semblant à peine sorti de l'adolescence. Il a tout juste 22 ans. Il y a un personnage très important, c'est Catherine de Médicis, la reine-mère, qui l'appelle Mamma. Voilà. Alors, tout au long de cet entretien, je vais vous poser à chaque fois la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est inventé? Est-ce qu'il l'appelait Mamma ou... Ça, Mama, oui, on n'en sait rien. C'est moi qui l'ai imaginé. Ouais. Mais autrement, tous les faits dans ce roman sont vrais, tous. Oui, donc absolument. Alors, Catherine de Médicis, il est marié avec Élisabeth d'Autriche, une frêle beauté de 18 ans. Et on voit aussi Henri de Navarre. Et puis, vous campez tout ça. Et au début du livre, il y a c'est Catherine de Médicis, en fait, qui le pousse à agresser les protestants. Et alors c'est assez amusant la première scène parce que il faudrait en tuer 2. Et puis, 20, et puis 100, et puis... 10 000, 20 000, 30 000. Et l'autre, il a la tête qui vrille en disant, mais vous êtes complètement dingue. Complètement dingue. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez d'ordonner? Il dit, mais si je fais ça, mais moi, pour la fin des temps, je passe pour quelqu'un qui a été pire que Néron. Et il dit, mais jamais je n'ordonnerai, c'était dit. Il a vraiment dit cette phrase, je préférerais traîner par les pieds dans la boue des rues de Paris plutôt que d'ordonner ce que vous me demandez.
tout. Et il refuse, et il dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est un événement qui jamais ne pourrait s'effacer de la mémoire de l'humanité. Et il disait, c'est une histoire qu'on racontera plus tard aux petits-enfants pour leur faire peur. Il refuse, et à un moment, il craque. Parce qu'il a été faible de caractère, que sa mère avait un pouvoir et tout, et il craque et il dit, bon d'accord, vous voulez qu'on tue des protestants? Eh ben d'accord. Mais alors on les tue tous. Je ne veux jamais voir un visage, jamais entendre une voix qui me le reproche. Et paradoxalement, celui qui reprochera le plus la Saint-Barthélemy à Charles IX, c'est lui-même. Il va en devenir fou. Fou de remords. Fou de remords, d'angoisse, de panique, et voilà. Et alors ce qui est formidable, c'est que ça c'est le premier chapitre, donc la décision, la prise de décision. Et puis ensuite, il y a Saint-Barthélemy, dimanche 24 août 1572. Point. Ouais. Aucune description de la Saint-Barthélemy. Je trouvais ça plus fort de pas raconter. C'est pas racontable à Saint-Barthélemy. Et donc c'est ça. Moi, ce que je voulais raconter, c'est comment il a été obligé à prendre cet ordre-là. Il le prend. Et reprendre le cours du livre 3 jours après la Saint-Barthélemy, et comment lui se dézingue et comment il devient Barjot. Et là, vous écrivez, Paris n'est pas beau à voir, la ville est gaie comme un cimetière et la Seine rouge charrie plus de cadavres que de glaçons après le dégel. Et oui, parce que ça a été un truc terrible, hein, la Saint-Barthélemy. À Paris, qui était une petite ville de 250 000 habitants, ils ont fermé toutes les portes des remparts. Vers minuit. Ils ont mis des chaînes en travers de la Seine pour que personne puisse échapper. Le piège se referme. Personne puisse échapper par bateau. Et là, ils ont massacré. Et alors, ils ont massacré donc 30 000 mecs qu'ils ont tous balancés à la Seine. Ce qui fait que les jours qui suivaient la Saint-Barthélemy, les témoignages racontent que les gens pouvaient traverser la Seine à pied en passant d'un corps sur l'autre. Tellement ils avaient buté de mecs. Alors, est-ce que ça, c'est... Parce que moi, j'ai un peu regardé différentes choses historiques sur la Saint-Barthélemy. Il y a différentes thèses au fil du temps et plutôt dans les dernières années où on dit que c'est pas obligatoirement vraiment lui, pas vraiment obligatoirement... Elle n'est pas obligatoirement aussi méchante que vous la décrivez, Catherine. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a une forme de révisionnisme. Voilà. C'est tout d'un coup de dire que Catherine de Médicis, en fait, était plutôt sympa et tout. Je sais pas pourquoi. Il y a cette mode-là. Mais de toute façon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un livre qui touche la religion. Et que tout ce qui touche les religions, c'est sujet à emmerdement. Et que, par exemple, les historiens, selon qu'ils sont protestants, athées, catholique ou très catholique, la Saint-Barthélemy, c'est plus du tout la même chose. Et j'ai même reçu, il y a quelques semaines, une petite feuille de shoot d'un truc genre Saint-Nicolas du Chardonnay, donc les catholiques, les traditionnalistes et tout, qui disent, oui, il est possible effectivement qu'à la Saint-Barthélemy, il y ait eu quelques dizaines de morts. Ah oui, d'accord. Dizaines de morts. C'est le révisionnisme mais voilà. complet. Et quand on lit des trucs même de l'époque de protestants, alors eux, de leur côté, ils chargeaient la mule dans l'autre sens. Donc la vérité, c'est entre les deux. Mais en fait, il suffit d'agir par calcul. On sait qu'en France, il y avait 20% de la population qui était protestante, 1 sur 5. À Paris, il y avait 250 000 habitants. Donc, logiquement, on dirait, bon, donc, comme ils les ont tous tués, c'est 50 000 morts. Ceci dit, Paris était une ville majoritairement catholique. Oui. Donc, mais ça a sémé en province, la Saint-Barthélemy. Ah, mais alors, en plus, tout le monde croit que la Saint-Barthélemy, et c'est normal, ça a duré le jour de la Saint-Barthélemy, et pas du tout. Ça s'est répandu après, comme par capillarité, partout en France, et ça a duré jusqu'à fin octobre. Jusqu'à fin octobre, dans des régions reculées, on continuait à tuer tout ce qui était protestant. Alors, vous l'écrivez, Charles IX, il est devenu Barjot, quoi, un peu. Et ça vous donne l'occasion de scènes absolument démentes, vraiment complètement insensées. Alors, il y a la première, j'aime beaucoup celle où il bombarde l'envoyé du pape à coups de noyaux de cerise. Pendant que le pape, il s'appelait le cardinal Orsini, je crois, et pendant qu'il lui dit que
le pape a été très content de la Saint-Barthélemy. Bah oui. L'autre, il bouffe des cerises à l'eau de vie. Et il lui balance les noyaux, ce qui fait que le cardinal se retrouve avec des taches de trucs qui ressemblent à des taches de sang partout. Ouais. Alors il y a une chasse hallucinante aussi, en extérieur celle-là, on va parler des autres après, et qui se termine avec le fameux pâté de mauviette. Voilà. Oui, alors c'est pour ceux qui liront le livre et verront comment ça s'est passé, mais en tout cas, Charles IX, à un moment, se fait choper dans une forêt par des protestants et il ne savait pas qu'il était le roi parce qu'il était habillé en chasseur bourgeois, quoi. Et puis à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la presse, donc ils ne peuvent pas le reconnaître, le roi. Et puis ils étaient en train de bouffer un pâté d'alouette. Et puis à un moment, le roi, il craque parce qu'il trouvait que ça sentait hyper bon. Il dit, mais je suis le roi de France. Et les autres, oh putain, vous êtes le roi de France et tout, et nous, on est protestants, vous allez assassiner toute la famille et tout. Et ils lui font bouffer du pâté d'alouette. Quand il est revenu au Louvre, Charles IX dit, il faut faire des recherches. Tout le monde disait, pour retrouver ceux qui nous ont arrêtés, il dit non, pour retrouver le charcutier qui a fait ce pâté d'alouette. Et il a obligé tous les gens de la cour, jusqu'à sa mort, 1 an et demi plus tard, à bouffer midi et soir du pâté d'alouette. Du pitivier. Et ce qui fait qu'une alouette, c'est grand comme ça, c'est tout petit une alouette quand il n'y a plus les plumes. Quand il faut faire du pâté d'alouette pour 3000 personnes, midi et soir, ça a été une Saint-Barthélemy pour les alouettes dans toute l'île de France. À chaque fois qu'il a pris une décision, Charles IX, ça a été la merde. C'est le comme roi, l'histoire du muguet. muguet. Le roi de la loose. Alors le muguet, à un moment, il était tellement désemparé, il ne savait plus quoi faire pour son peuple. À un moment, il dit qu'en fait, je devrais offrir à mon peuple du porte-bonheur. Il décide un truc, il dit, je vais décider que le 1er mai, mes soldats iront dans les rues avec du muguet et donneront un brin de muguet à tout le monde en disant c'est de la part du roi qui vous souhaite du bonheur. Et c'est vrai, absolument. Et sauf qu'il y a un énorme problème, c'est que le muguet est absolument toxique. C'est proche de la digitale et tout dans le muguet est mortel. Clochettes, feuilles, tiges, tout. Et alors les gens qui ne savaient pas ça, on leur fait du muguet, ils disent ah bah tiens, pour une fois que le roi nous file à bouffer, file ça, soldats, et ils balançaient ça dans la soupe. Ils ont bouffé la soupe et ils sont tous morts. Et donc ça aussi, ça a été une hécatombe. On lui doit c'est lui qui a décidé que l'année allait démarrer le 1er janvier, parce qu'avant c'était à des dates différentes, mais au printemps, et personne en France comprenait ça en disant mais quelle idiotie encore ce truc-là. Pourquoi faire démarrer l'année au début de l'hiver? C'est quand même pas compliqué de comprendre que l'année, ça démarre au début du printemps. Il y a les champs, il y a des petites fleurs qui poussent. Voilà, c'est le printemps, c'est le début de l'année. Et alors, donc, on lui doit le 1er janvier. Mais alors, les gens ont été tellement mécontents de ce truc-là qu'ils ont décidé de réagir. Et ils ont décidé que le 1er avril, on n'annoncerait que des nouvelles connes, genre changer le début de l'année, et qu'on accrocherait un poisson dans le dos pourri, dans le dos des gens. Poisson parce que c'est le dernier signe du zodiaque et qu'avec Charles IX, maintenant, et on est toujours là-dessus, nous encore maintenant, l'année démarre avant le dernier signe du zodiaque. Donc c'était une vraie grosse Voilà, c'est sous Charles IX qu'on invente le 1er avril et le 1er mai. Enfin, pas la fête du travail, mais le muguet. Voilà, et le 1er janvier. Et puis, le 1er janvier. Et puis la Saint-Barthélemy, 3 fois rien. Alors la chasse, c'est vraiment son truc, à tel point qu'en hiver, il chasse le lapin dans l'appartement de sa maîtresse. Voilà. Il arrivait chez sa maîtresse avec des cages à lapins. Il les lâchait et il partait avec un couteau et il tuait et après, il chasse le cerf dans le Louvre. Dans le Louvre, voilà. À cheval, à poil sur un cheval, et le cerf avec ses cornes, qui explose toutes les portes et tout. Et il se prenait même de temps en temps aussi pour un cheval. Il se faisait mettre une selle sur le dos et il cavalait comme un con en faisant cataclope pour que ça ressemble au bruit des sabots. Enfin, il allait pas bien. Ah oui, non, c'est pas triste du tout. Et racontez-nous aussi comment il fait l'autruche. Ah oui, parce qu'un jour, il est allé dans le bureau d'Ambroise Paré, qui était en train de préparer un livre qui voulait appeler Les animaux étranges. Et donc, il était en train de dessiner une autruche. Charles IX, il rentre dans le bureau, il voit le dessin, il fait « Mais c'est quoi ça ?» Il dit « Mais c'est un oiseau. »« Ah, c'est un oiseau et tout. » Et là, Ambroise Paré lui explique que c'est un oiseau qui a la réputation de se cacher la tête dans le sol, dans le sable, pour ne pas avoir à affronter les problèmes. Et Charles IX, il s'est mis à faire l'autruche. C'est-à-dire
C'est-à-dire que quand il était à la chasse, s'il il venait de tuer un cerf, il lui ouvrait le ventre, Ouais. il était en train de virer tous les boyaux pour filer ça à bouffer aux chiens. Quand un émissaire arrivait en disant Majesté, Majesté, il y a une dépêche à signer, il y a une décision à prendre, lui, il se foutait la tête dans la carcasse du cerf et il gueulait, je suis pas là, je suis pas là. Quand même, roi de Ouais. France, hein. Oui, oui, non, il est atteint, ça c'est Ouais, clair. ouais, ouais. Alors, Ah. vous parlez à un moment donné d'une pièce de monnaie Ouais. qui a été... Ah oui, parce que ça, c'est un drôle de truc. Racontez-nous, c'est que- et j'irai même plus loin, montrez-nous. Ouais, il y a un moment, il y a Charles IX qui, sachant plus quoi faire pour la France, la France n'avait plus d'argent, il s'est dit, la France n'a plus d'argent, je vais en faire. Mhm. Et il se met à faire de la fausse monnaie. Le roi de France qui fait de la fausse monnaie. Et donc, moi, il y a un chapitre qui démarre où j'avais décidé de mettre une pièce de monnaie de l'époque de Charles IX. Et puis, sur les pièces de monnaie des rois, il y a toujours le prénom sur la tranche écrit en latin, Mhm. et puis le numéro. Mhm. Donc il y a écrit Carolus et 9 écrit voilà, en chiffres romains. Et moi, pour faire une blague, je décide de gratter le 9 en chiffres romains et de le mettre en chiffres arabes, pour que ça rappelle la couverture du livre, Voilà. le titre. Je fais lire ça à mon éditeur qui me dit ah bah non, ça tu veux pas faire ça. Il dit parce que ça c'est délibérément une connerie, c'est absolument impossible. Et nous, on croit tout ce que tu racontes dans ton livre. Et s'il y a un truc qu'on ne croit pas, on ne croit plus rien. Mhm. Je dis t'as raison. Je remets le Carolus 9 écrit en chiffres romains. Le livre part à l'imprimerie. Moi, un jour, je me dis, tiens, en fait, j'aimerais bien m'acheter une pièce de Charles IX. Je décide de regarder sur Internet, sur les sites de numismat, tout ça, pour avoir une idée Ouais. du prix, savoir si c'est possible ou pas. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Que pour Charles IX, il s'est passé un truc qui n'est jamais arrivé à aucun roi de France. C'est qu'il y a eu une erreur et personne ne comprend comment c'est possible. C'est qu'il y a eu toute une série de pièces qui ont été faites où il y a écrit Carolus 9 écrit en chiffres arabes. Et ça, Comme sur la couverture. comme sur la couverture. Ouais. Et donc moi j'invente une connerie, c'est le seul truc que j'invente dans le livre. Et Ouais, disons, on le c'est voit vrai. bien là à l'écran, en effet. Et voilà, Carolus Vous avez 9. inventé Et voilà, quelque chose de le vrai. seul truc que j'invente, Carolus 9. Voilà, comme ça, peut-être. Ouais. Et c'est cher, Jean Pelé? Non, 120 €. Oh, oui. Mais alors, c'est vraiment rigolo. Et c'est une pièce en argent et tout. Mhm. Et on sait que ça a été fait à l'atelier de Bayonne. J'ai demandé à plein de numismates, mais comment c'est possible? Et personne ne sait. C'est comme s'il y avait des pièces de Louis XIV où il y aurait écrit Louis et puis un et Ouais. un 4. Mhm. Un truc de fou, quoi. Voilà, c'est comme sur la couverture de Eh ouais. votre roman, Charlie 9. Voilà, Charlie, bon alors Charles, mais 9, et comme sur la pièce. Voilà. Jean Tellet, on s'interrompt une seconde pour faire un peu de réclame, et puis on revient pour parler de la fin de Charlie 9, Charles 9, Charlie 9. Charlie 9, tout de suite.